Et je peux vous dire que jamais les rencontres n'auraient été ce qu'elles sont si elles n'avaient pas été là. Vous pouvez réapplaudir. Après, nous avons Antonio Costa qui est président du Conseil européen et qui est évidemment une personnalité majeure puisque c'est lui qui réunit tous les chefs de gouvernement ou présidents en Europe. C'est donc le président des présidents. Bravo. Et puis, nous avons évidemment le membre du Cercle économiste qui va animer et qui va donner la tonalité, tout le monde le connaît. Alors, gardez bien vos mains bien propres pour pouvoir l'applaudir. C'est Benoît Cœuré qui est président, alors moi je rajoute, de la haute autorité de la concurrence. Il n'aime pas qu'on dise haute, mais quand même, de la très haute autorité de la concurrence. Et ancien membre du directoire de la BCE, donc c'est un type formidable. Il faut applaudir. Merci Jean-Hervé et bonjour à tous. Merci à nouveau à Monsieur le Président du Conseil européen et Madame la Présidente de la BCE d'être avec nous pour parler de l'Europe. Pendant ces 2 jours, on met beaucoup de problèmes sur la table, on s'inquiète, on se soucie de l'avenir et on essaie de chercher des solutions. Et comme on est au milieu de cette conférence, on est au moment où il faut arrêter de s'inquiéter pour l'avenir et commencer à trouver les solutions. Et les solutions, elles vont venir en partie, en grande partie même, de l'Europe. Et je voudrais placer cette discussion sous les auspices de l'opéra que beaucoup d'entre vous ont vu hier soir au Théâtre de l'Archevêché, La Flûte enchantée. La Flûte enchantée, c'est en 1791. On sort de l'époque des Lumières, on tire les conclusions des enseignements des Lumières et on rêve à la possibilité d'un ordre, d'une liberté qui ne soit pas fondée sur un ordre tyrannique et imprévisible, mais sur l'ordre de la justice et des institutions. C'est ça la Flûte enchantée. Et c'est ça aussi la promesse que l'Europe fait au monde. Cette promesse aujourd'hui est contestée, elle est attaquée, elle est remise en cause, y compris par des alliés que nous pensions être proches de nous et dont nous pensions qu'ils nous soutiendraient. Et c'est en partie de notre faute, parce qu'on a laissé l'économie européenne s'enfoncer, non pas dans une crise, mais en tout cas dans un état de faible productivité, dans un état d'innovation insuffisante, dans un état qui ne permet pas à l'économie européenne de tenir toutes les promesses qu'elle devrait faire à ses citoyens, qui ne lui permet pas de préserver notre modèle social, ce qui est une des choses les plus importantes pour l'avenir de l'Europe, et qui ne lui permet pas d'investir dans l'avenir, et en particulier dans l'intelligence artificielle et dans les technologies. Donc la question finalement que nous posons à nos 2 invités, que je remercie à nouveau, c'est comment est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va faire de manière urgente compte tenu de la situation. Et donc je commence par une question à Monsieur Costa. Comment est-ce que le Conseil européen s'organise pour rétablir la compétitivité de l'Europe? Quel est votre plan? Et comment est-ce que vous pouvez nous convaincre que cette fois-ci, ça sera différent, alors qu'on a déjà essayé par le passé et qu'on a échoué? Eh bien, bonjour. C'est tout à fait un plaisir d'être ici, à Aix-en-Provence, et particulièrement à la compagnie de Christine Lagarde. Eh bien, on a commencé notre mandat avec un diagnostic très clair que Mario Draghi et Enrico Letta nous a offert. Cette année, on a organisé un brainstorming day, un jour de réflexion entre les leaders pour voir comment on va faire de 2026 l'année de la compétitivité en Europe. On a fait un conseil tout à fait informel à Aldenbiesen, près au nord de la Belgique. Et on a invité Draghi, on a invité Letta et on a donné
des guidances très claires à la Commission pour nous présenter une stratégie, une Europe, un marché. Après, la Commission l'a présenté la stratégie. On a obtenu un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, la Commission, le Conseil pour avoir une feuille de route concrète. Et maintenant, on a des bilans réguliers au début de chaque Conseil européen de où on est dans chaque de ces priorités. Et en fait, qu'est-ce que c'est la stratégie une Europe, un marché? 5 priorités. Tout d'abord, compléter le marché intérieur. On s'est arrêté à 92 et on a laissé en dehors télécommunications, énergie, marché des capitaux. La priorité, c'est clair. C'est maintenant, il faut compléter ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a laissé pour faire à 92. Et on a un calendrier très serré, notamment sur le marché des capitaux. L'objectif, c'est vers la fin de cette année d'approuver les diplômes fondamentaux pour avoir un marché de capitaux que maintenant on appelle l'union des épargnes et investissement. Deuxièmement, poursuivre dans la stratégie de simplification. La Commission a présenté déjà plusieurs omnibus de simplification pour éliminer la bureaucratie qu'il y en a dans différents secteurs, mais au-delà de nettoyer ce qu'il y en a de trop de bureaucratie, il faut créer un nouveau cadre plus simple et qui aide à avoir un vrai marché intérieur. 2 mesures symboles. 1, pour approuver vers la fin de cette année, c'est ce qu'on appelle le 28e régime. Ça veut dire avoir un régime légal pour les sociétés que c'est le même dans tous les 27 pays de l'Union européenne. Et aussi le portefeuille électronique, ça veut dire la possibilité des entreprises d'agir et faire des affaires dans tout le marché intérieur sans avoir besoin de nouveaux enregistrements, de nouvelles démonstrations, qui ont toutes les choses réglées. Et ça, c'est un deuxième aspect très important. Troisième élément critique, c'est le renouvellement industriel et la réduction des dépendances. Ça, c'est quelque chose de critique. Et pour la première fois, l'Union européenne, pour la première fois après le CECA, s'y a offert l'opportunité de faire la vraie politique industrielle. Et ça, c'est quelque chose de très important et nouveau, parce que c'était une idée plutôt française, et maintenant c'est une idée tout à fait européenne. Et ça, il faut le développer. Et la Commission a déjà présenté, par exemple, son paquet pour la souveraineté digitale, avec des mesures très claires sur les semi-conducteurs, sur l'intelligence artificielle, sur le quantum, sur le cloud, d'une façon à développer notre propre capacité. Et ça, c'est aussi une autre nouveauté. Des idées comme l'autonomie stratégique, qui était parfois vue par plusieurs comme étant une façon de protectionnisme, tout le monde le comprend maintenant qu'on a besoin pour n'être plus naïf. Et ça, c'est la condition pour rester attaché à libre marché, une attitude très proactive dans le commerce international, mais il faut quand même nous protéger. Ça, c'est plutôt important, notamment dans le domaine de défense, et ça va inspirer, par exemple, les propositions que la Commission va présenter vers la fin de l'année sur les offres d'appel pour assurer la préférence européenne dans des secteurs dûment ciblés et d'une façon proportionnelle. Finalement, la question des prix de l'énergie, c'est absolument critique. Et pour ça, on a appris tout d'abord avec la crise de l'énergie après l'invasion russe de l'Ukraine, mais maintenant avec l'instabilité au Moyen-Orient, qu'il nous faut surtout tenir sur nos propres énergies, l'énergie qu'on peut produire. On ne produit pas du pétrole, on ne produit pas du gaz, mais on peut produire de l'électricité, soit par le nucléaire, soit par
par les renouvelables, mais il nous faut tenir sur nos propres énergies. Et après, il faut gagner l'efficience. Et pour ça, les investissements dans les réseaux, c'est absolument critique. Les réseaux en chaque pays et les réseaux transfrontaliers. Finalement, parce que sûrement Christine va développer sur ces points, c'est essentiel d'avoir des vrais instruments pour investir. Et pour ça, c'est critique la mobilisation de l'épargne européenne et développer un vrai marché des capitaux. Et sûrement Christine va développer sur ça. Mais d'un autre côté, il faut avoir une capacité d'investissement public. Et c'est pour ça que le prochain budget pluriannuel de l'Union européenne, c'est absolument essentiel. Et essentiel parce qu'il va être un budget assez différent. Parce qu'on va doubler l'investissement à la recherche, on va doubler l'investissement sur la compétitivité. Et pour avoir une notion, dans l'actuel budget, recherche et compétitivité représentent presque 1/5 de la CAP et de la cohésion, et dans le prochain budget, deviendront la moitié de la CAP et de la cohésion. Et donc c'est une évolution très 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 positive. Peut-être d'autres, comme moi-même, aimeraient renforcer plus cette dimension compétitivité, mais c'est quand même un effort extraordinaire. Et pour ça, c'est essentiel d'approuver le prochain budget vers la fin de cette année. Parce qu'on a besoin d'avoir le prochain budget en condition d'être en fonctionnement le 1er janvier 2028. On perd toujours 1 an, 2 ans à débuter dans son implémentation, sa mise en œuvre. Et cette fois, on ne peut pas retarder. Parce que c'est clair qu'on a un gap d'investissement et on ne peut pas retarder le moment où on commence à serrer ces gaps. Eh bien, merci pour votre question. Merci. Merci. J'ai bien noté ce que vous avez dit à la fin sur le temps qu'on met à voter le budget, qui nous renvoie à cette notion d'urgence et au fait que l'Europe est souvent trop lente pour traiter les défis qui sont autour de nous, et il faudra qu'on y revienne. Mais je voudrais tout de suite passer la parole à Christine Lagarde. Quand Antonio Costa vous invite au Conseil européen pour parler de compétitivité, qu'est-ce que la BCE peut mettre sur la table? Merci Benoît. Je ne sais pas si je vais le prendre, c'est plus facile comme ça, ouais. Merci Benoît. Je vais venir à votre question dans un instant, mais je voulais faire 2 remarques préalables. Une remarque sur votre propos préliminaire, simplement pour observer que ceux qui contestent l'Europe aujourd'hui sont souvent ceux qui soit ne l'ont jamais comprise, soit l'ont toujours détestée. Je n'ai pas besoin de citer les pays en question. Et par ailleurs, l'Europe, elle est aussi plébiscitée. Et elle est plébiscitée dans un certain nombre de pays, notamment émergents, notamment en développement. Et il faut absolument qu'on continue nos efforts dans cette direction-là. 2 exemples. À la Banque Centrale Européenne, on a en particulier décidé de mettre à disposition des lignes de liquidité, ce qu'on appelle des repo lines, qui soient accessibles à toutes les banques centrales nationales, pas seulement au sein de l'Union européenne, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais dans tous les pays du monde. Sauf ce que j'appellerais les usual suspects, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas la réglementation sur le blanchiment d'argent ou sur le financement du terrorisme, mais toutes les autres banques centrales nationales, dans des conditions rapides et efficaces, auront accès à de la liquidité en euros. Ce qui est un point très important pour la souveraineté à la fois de l'euro et de l'Union européenne. Et on a beaucoup de candidats. Le jour où on a annoncé cette mesure, il y a environ 2 mois, on a eu pratiquement dans la semaine 30 demandes légitimes de banques centrales nationales dans les pays émergents, dans les pays au Moyen-Orient, en Asie, etc. Premier exemple de ce que l'Europe, elle est aussi plébiscitée. Deuxième exemple, on a, et ça les banquiers qui sont dans la salle le savent, on a un système qui s'appelle TIPS, c'est-à-dire Transfer Instant Payment System, qui permet de faire des paiements extrêmement rapides entre banques. Et c'est un système qui n'a pas été beaucoup plébiscité dans le marché domestique européen, mais ça s'améliore. Eh bien, le projet que nous avons de lier ce mécanisme européen avec le mécanisme équivalent
En Inde, mécanisme équivalent au Brésil, et là aussi soutenu de manière très significative par les autorités indiennes et par les autorités brésiliennes. Donc, en dessous du radar, parce que sur le radar, on voit toujours les pays qui nous détestent ou qui ne nous comprennent pas. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays dans le monde qui apprécient, comprennent et prennent souvent modèle sur l'Union européenne, ce qui doit être un appel à notre compétitivité, à notre excellence. Et j'en viens à ma deuxième remarque. Moi, je voudrais remercier le président Antonio Costa d'être venu aujourd'hui et le remercier en particulier de faire l'effort de ne pas parler dans sa langue maternelle, le portugais, et de s'adresser à nous en français. Donc, merci beaucoup. Alors, pour revenir à votre question, Benoît, qu'est-ce que la Banque Centrale Européenne peut faire quand, par exemple, moi je me rends au Conseil européen? Au passage, je n'étais pas invité au séminaire. Hein. Mais bon, peut-être la prochaine fois, tu m'inviteras. Ça veut peut-être dire qu'on vous demandera de payer. Christine peut être toujours invitée. et en fait, on a au moins 2 fois par an. Oui, alors ça c'est vrai. Et le plaisir de ta présence dans le sommet de l'euro. Absolument. Et c'est toi qui l'as institué à intervalles réguliers, c'est très bien. Mais méfiez-vous, si on vous invite pas, c'est peut-être qu'on vous demandera de payer à la fin. Donc, avant le séminaire dont parlait Antonio, qui a été très important pour donner un vrai élan, qui prouve que l'Europe se réveille sur cette marche vers la compétitivité, moi ce que j'avais fait tout benoîtement, c'est que j'étais allé voir les 27 représentants des États membres, tu t'en souviendras peut-être, et j'étais arrivé avec une feuille de papier A4, tout simple, sur laquelle j'avais indiqué tous les circuits d'infrastructures financières, c'est-à-dire les 295, je ne veux pas me tromper de chiffres parce que c'est impressionnant, 295 plateformes de marché, 14 contreparties centrales, 32 dépositaires centraux. Et quand vous voyez cette feuille de papier, avec de la tuyauterie dans tous les coins, il y en a qui sont légitimes, hein, mais il y en a qui sont véritablement ancrés dans des prérogatives et des territoires nationaux et qui constituent un obstacle à la circulation des capitaux. Je pense que ça a été un petit déclic pour un certain nombre de leaders européens qui ont compris que l'union des marchés de capitaux, renommée, je ne sais plus comment, enfin l'union des marchés de capitaux était vraiment une priorité absolue parce que tout commence avec le financement, avec les fonds qui doivent être mis en place pour financer l'innovation, financer la transition énergétique et financer la défense. Donc voilà, moi, ce que je peux faire très simplement, en posant un diagnostic de ce qui existe et de ce qui doit être fait pour remédier à cette complexité et à tous ces petits grains de sable qu'on trouve dans la circulation des capitaux au sein de l'Union européenne. Parce que si vous regardez, si vous êtes honnête avec le diagnostic, on a une union monétaire autour de l'euro, 21 États membres maintenant, mais on n'a pas une union financière. Il y a encore trop d'obstacles, trop de barrières. Donc l'union financière, elle reste à développer, elle reste à mettre en œuvre pour tout simplement que les financements pour les entreprises soient plus importants, soient moins chers, pour que les ménages, au lieu d'avoir, je sais pas, il y a 35 000 milliards d'actifs financiers détenus par les ménages, dont 1% seulement est investi dans la high-tech européenne. Il faut absolument trouver les moyens de modifier cet état de fait en matière de financement, parce que tout commence par là. Il faut les financements. Après, je peux expliquer ce que nous, on fait en Banque Centrale Européenne. Puisqu'il nous reste quelques minutes, et je pense que oui, seulement, et il faut qu'on aborde la dimension géopolitique et géostratégique de tout ça. Donc, Christine, vous avez commencé à l'aborder en expliquant ce que l'Europe peut faire pour le monde, mais il faut aussi que l'Europe se protège du reste du monde quand c'est nécessaire, aussi bien sur le plan commercial et industriel, donc ça c'est plutôt du côté du président Costa, que sur le plan financier, et ça c'est de votre côté, Christine. Donc je vous pose la question à vous deux, comment faire pour rendre l'Europe plus résiliente dans un monde qui est de plus en plus dangereux ? Bien, je crois que l'Europe a des bonnes raisons pour avoir confiance dans sa capacité de maîtriser ce monde qui est aujourd'hui effectivement plus incertain. Le motto de notre rencontre, c'est naviguer dans un monde sans repères. Bon, et tout d'abord, il faut garder les repères. Il faut partir à la mer, mais avec une carte et avec une boussole. Et on l'a.
notre valeur et notre attachement à l'ordre international basé sur les règles. Et on peut tenir avec cette carte et avec cette boussole. C'est vrai. Maintenant, on doit faire face à une menace d'une guerre au territoire européen. On ne se jette plus. Mais ça, c'est une réalité. L'année dernière, quand les États-Unis ont pris la décision de ne plus soutenir financièrement l'Ukraine, pas mal de monde croyait que c'était la fin. Mais la vérité, c'est que l'Europe a prouvé qu'on a eu la capacité de soutenir l'Ukraine sans les États-Unis. Et maintenant, on a approuvé un prêt de 90 milliards d'euros pour les 2 ans à venir. Après, on doit faire face à la concurrence déloyale de la Chine. C'est vrai, ils ont la surcapacité, ils ont une dévaluation de yuan, ils ont des pratiques non commerciales, ça c'est vrai, mais on fait face à la Chine, par le dialogue, évidemment, mais aussi avec des mesures. Le 1er juillet, on a augmenté nos tarifs pour protéger l'acier européen. On a, le 1er juillet, à rentrer en effectivité cette tarif, en fait, et qu'on couvre sur les petits paquets des commandes digitales, qu'on sait où sont les remetteurs une grande partie. Bon, et l'année dernière, on a dû faire face à un Atlantique avec plus de tonnerre que d'habitude. Et notre priorité a été de calmer les tonnerres, calmer les eaux, donner des prédictibilités à nos agents économiques, peut-être pas avec les meilleurs accords commerciaux, oui, sûrement ce n'est pas le meilleur, mais c'était un accord commercial stratégique pour arrêter les tonnerres et nous permettre de renforcer la confiance pour aller à la mer et naviguer. Et après, il y a une chose qui est très importante. Et je vais insister sur ces points ici en France parce que je sais que la France, d'habitude, n'est pas la championne des accords commerciaux. Mais les accords commerciaux sont essentiels pour l'Europe parce que l'économie européenne a besoin de sécurité pour acheter des matières critiques. Et on a besoin des marchés pour exporter. Et surtout, a besoin de stabilité, de prévisibilité. Et l'unique façon d'étendre dans le monde nos standards environnementaux, sociaux, c'est par les accords commerciaux. Il n'existe plus autre solution. Et donc, ça doit être une priorité essentielle pour renforcer la compétitivité européenne. Merci. Moi, je voudrais faire écho à ce que vient de dire Antonio. Je pense que notre souveraineté, notre autonomie, elle doit passer par, la diversification. C'est exactement ce que tu viens de dire. Diversification en termes d'origine des produits, en particulier sur les terres rares et un certain nombre d'autres éléments qui peuvent servir de pression par des pays étrangers. Diversification en matière de destination. Dans les deux côtés, il faut que ça joue. Deuxième principe, je pense qu'il faut jouer sur l'indispensabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être demain matin le Nvidia européen, on ne peut sans doute pas être le Anthropic européen, mais il y a un certain nombre de points dans les chaînes de valeur sur lesquels les Européens sont critiques. Il faut utiliser ces points critiques, il faut s'en servir comme de levier, et il faut se souvenir que pour la plupart des hyperscalers américains, on représente à peu près 25% de leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est un principe d'indispensabilité qui est évident pour tous les chefs d'entreprise qui regardent leur source de revenus. Vous ne pouvez pas vous fâcher avec quelqu'un qui achète 25% de vos produits et qui génère 25% de vos profits. Et puis l'indépendance en matière énergétique, et ça le Portugal est un exemple en la matière, l'Espagne aussi, se déconnecter de la tarification sur la dernière unité de valeur par le gaz en particulier. Les Portugais ont réussi, les Espagnols aussi, et c'est une réalité vers laquelle il faut absolument qu'on avance. Dernier point, et après je me tais, Benoît, promis, c'est que, voilà, je veux absolument mentionner le fait qu'aujourd'hui, la technologie nous permet, et je pense qu'on a une occasion unique en Europe, de réduire la fragmentation en matière de paiement, en matière d'infrastructure de paiement. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ça parce que c'est un sujet qui est
hyper technique, qui est un peu rasoir, mais qui est fondamentalement important parce que ça nous permet de gagner en souveraineté, en indépendance par rapport à des infrastructures de paiement qui aujourd'hui sont très largement dominées par des capitaux étrangers, certainement très sympathiques à notre égard, mais qui sont eux-mêmes soumis à une juridiction étrangère, à des juridictions étrangères d'ailleurs, et je pense que sur les paiements de gros, et merci Benoît, parce qu'à l'époque où vous étiez membre du directoire de la BCE, vous aviez poussé ces initiatives, elles aboutissent, on est en train, et avant la fin de l'année 2026, on aura des mécanismes de paiement interbanques qui permettront des paiements entre les plateformes DLT et la monnaie banque centrale, des paiements qui seront complètement facilités, et dans 2 ans, on aura une interopérabilité complète qui permettra pour les paiements de gros et évidemment avec l'euro digital pour les paiements de détail d'avoir une réelle indépendance qui sera en plus propice à des mécanismes comme Vero qui est évidemment une initiative privée. Voilà. Merci à tous les deux. Vous nous avez prouvé que l'Europe avance et vous nous avez prouvé que l'Europe innove. Merci pour votre présence ici. En attendant, sans doute, le quart de finale France-Portugal.